Le 19h30. François de Brigode. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La Belgique détient le plus haut taux de contamination d'Europe et on l'a appris en début de soirée. Nous avons battu le record des hospitalisations enregistrées en une journée. Le précédent record daté du mois de mars. L'un des moyens de désengorger peut-être les hôpitaux. C'est le concept de l'hospitalisation à domicile. Mais vous le verrez, ce n'est pas aussi simple que cela. Et c'est l'une des photos du jour. On a pu voir la princesse Delphine auprès de son père Albert et de la reine Paola. Est-ce vraiment la fin d'une saga? On en parlera avec Daniel Welter. On vote aux États-Unis dans 7 jours. À J-7, on fera le bilan des promesses de Donald Trump. Il y a quelques surprises à la clé. L'alcool et ses excès inspirent un grand film qui sort demain sur nos écrans. Il s'intitule Drunk, avec Matt Mikkelsen. Hugues Daillé a interviewé l'acteur. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 2 chiffres pour ce JT. La Belgique détient désormais le plus haut taux de contamination d'Europe par rapport à sa population. Ce taux est actuellement de 1390 cas de coronavirus pour 100 000 habitants en 2 semaines. Et puis un autre chiffre, je vous le disais, on assiste aussi à un nombre record d'admissions à l'hôpital de patients atteints du coronavirus avec 689 malades et cela en 24 heures. Le précédent record remonte au 28 mars lors de la première crise avec 629 admissions. Un des moyens justement envisagés pour faire face à la saturation des hôpitaux, c'est de soigner plus intensément les patients à domicile. Mais pour cela, il faut que les soins soient administrés par des infirmières volantes et qu'ils soient suivis par des médecins généralistes. Sur papier, cela tient la route, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Regardez avec Eric Bébert. Comment désengorger les hôpitaux qui arrivent à saturation et si la solution passait par les soins à domicile? Quand c'est possible, davantage de patients pourraient être soignés chez eux plutôt qu'à l'hôpital. Dans cette grande centrale bruxelloise, on se dit prêt. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je pense que tout comme lors de la première vague, on a été présent. On est présent aujourd'hui. On est tout à fait en mesure, encore aujourd'hui, de prendre de nouveaux patients, que ce soit des patients Covid ou des patients atteints d'autres pathologies. Mais encore faut-il avoir suffisamment de personnel infirmier. Dans cette petite structure privée, on est loin du compte. J'ai une équipe de 20 infirmières. Sur les 20 infirmières, j'en ai 8 qui sont à la maison avec Covid positif. Et donc, avec la moitié du personnel, je dois arriver à couvrir ces tournées, à couvrir ces soins. Et donc, je suis obligé de demander à mes infirmiers de travailler leurs jours de récupération, de faire des soirs qu'elles ne doivent pas faire, de faire des week-ends qu'elles ne doivent pas faire. Donc une idée de dire faites appel aux soins à domicile pour venir aider les hôpitaux, oui, en théorie c'était pas mal, sauf que nous sommes déjà complètement en débordement. Voilà, illustration avec Ginger qui court de malade en malade. C'est fini. Ça va? Franchement, là, je vois pas comment ce serait possible. On fait déjà du boulot pour 3. Plus, impossible. Enfin, je vois pas pratiquement parlant comment ça pourrait être réalisable, mais bon, si quelqu'un sait, je suis preneuse, mais ouais. Autre question, qui va superviser ces soins à domicile? L'hôpital? Mais il est déjà débordé. Le médecin traitant alors? Il est dans le même état. Il faut donc trouver un moyen d'alléger le travail du personnel de santé qui se trouve sur le terrain. Il faut absolument tout à fait cessante, décharger la médecine générale et les infirmiers de toute tâche d'ordre administratif pour les libérer, pour prendre en charge ces patients à domicile que normalement on ne prend pas en charge pour des soins aussi complexes. On pourrait par exemple confier les tests PCR à d'autres personnes que les infirmières et ne plus demander aux médecins de rédiger les innombrables certificats de quarantaine. Ensuite, il faudra aussi parler des moyens financiers alloués à tous ces services fort sollicités, mais ce sera sans doute pour plus tard, une urgence à la fois. Triste record donc, je vous le disais en début de JT, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la Belgique serait désormais le pays avec le plus haut taux de contamination d'Europe. Thomas Deschamps, bonsoir. Est-ce que nous sommes vraiment les plus mal lotis en Europe ? Oui François, revoyons un petit peu ce chiffre, 1390,9 cas de coronavirus, le tout en 14 jours et pour 100 000 habitants, c'est effectivement un record en Europe. Nous venons en fait de dépasser la République tchèque qui, elle, en est encore officiellement, vous le voyez, à 1379,8 cas de coronavirus. Le tout, là aussi, en 14 jours et en 2 semaines, pardon. Et en 3e position, on retrouve, mais loin derrière, le Luxembourg avec 760,4 cas. Alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a de bons exemples en matière de taux de contamination ? Oui, il suffit peut-être d'aller juste un petit peu plus loin. Prenez
Prenez Israël, par exemple. Là-bas, fin septembre, le nombre de contaminations approchait les 9000 cas par jour avant de descendre à moins de 800 cas par jour ces dernières 24 heures. Autre exemple, l'Australie qui, là, a dépassé les 700 cas par jour au mois d'août, mais n'en a pu enregistrer que 14 ces dernières 24 heures. Il faut dire que dans le cas de ces deux pays, ils sont repassés par la case confinement. Merci Thomas. En Flandre, toutes les provinces sont désormais en niveau d'alerte maximale. Là aussi, le taux d'hospitalisation s'envole. Alors après la Wallonie et Bruxelles, on vient de l'apprendre. Le gouvernement flamand, qui avait pourtant freiné des cas de fer, vient de prendre des mesures. Rachel Crivellero, quelles sont ces mesures ? Oui, vous savez que la Flandre aussi, tous les indicateurs sont dans le rouge, plus aucune province flamande épargnée. Du coup, effectivement, la région flamande vient ce soir de prendre à son tour des mesures additionnelles, des mesures qui sont un espèce de panachage, des mesures déjà prises en Wallonie et à Bruxelles. Alors, je vous les livre. Tout le sport en intérieur pour les plus de 12 ans est à l'arrêt. Les piscines, les bowling, les salles de fitness sont désormais fermées. Les autres activités sportives et les activités culturelles seront drastiquement diminuées. Toutes les écoles, tout l'enseignement supérieur bascule en code rouge. Ça veut dire donc de l'enseignement à distance avec un peu de souplesse accordée pour les premières années. Là, désormais, les courses en Flandre, c'est à 2 maximum et en maison de repos, une seule visite autorisée, toujours la même personne pendant 15 jours. Un panachage, vous disais-je, à l'exception d'une mesure plutôt emblématique. En Flandre, il n'y aura pas d'extension du couvre-feu. C'est le couvre-feu en quelque sorte fédérale qui reste d'application entre minuit et 5 heures du matin. Donc ce soir, on a 3 régions et 2 régimes différents en Wallonie et à Bruxelles. Un couvre-feu qui va de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin. En Flandre, de 24 heures jusqu'à 5 heures du matin. Ce sont les bourgmestres flamands de la périphérie bruxelloise qui apprécieront. Alors Rachel, on imagine que cette fameuse réunion de l'exécutif flamand était suivie de très près au 16 rue de la Loi. Oui, des décisions qui sont suivies de très près parce que les décisions prises par le gouvernement flamand pourraient très bien influencer sur les différentes mesures qui seraient à prendre au niveau fédéral. Vous savez que jusqu'à présent, la stratégie du Premier ministre Alexander De Croo, c'est en quelque sorte de laisser du temps au temps, de permettre aux différentes mesures de produire leur effet, à voir si maintenant que toutes les régions disposent de leur propre plan de bataille, cette stratégie va être confortée ou si au contraire, cette pression de plus en plus forte qui se fait en faveur d'un reconfinement va l'emporter. À voir maintenant, réponse le vendredi prochain lors du désormais traditionnel comité de concertation. Merci Rachel. L'une des preuves que la situation est plus qu'alarmante, c'est que les hôpitaux sont saturés, ça vous le savez. Il y a aussi d'autres problèmes. De plus en plus de patients Covid sont transportés par ambulance et ces services-là aussi sont saturés. En effet, une désinfection importante doit être réalisée et parfois les ambulanciers doivent faire des choix parmi les malades. Cédric Amier et Laurent Vandenberg pour leur reportage. Jessie au volant, Jess côté passager. Un duo d'ambulanciers au cœur de la crise sanitaire. 70% des patients qu'ils transportent sont atteints par le Covid. Ils seront bientôt 90%. Et cela au détriment de leurs habitués, des malades chroniques qu'ils conduisent normalement pour des consultations ou des traitements. Là actuellement, on est obligé de leur dire non. Donc c'est compliqué. Maintenant, comment dire non à une personne qui est en incapacité de se déplacer toute seule, qui doit rater sa chimiothérapie parce qu'on ne sait pas, venir la chercher. Parce qu'on met principalement 1 heure pour désinfecter l'ambulance après chaque prise en charge. Ça vous fait mal ? Ouais. Leur service ambulancier privé compte 10 ambulances, 30 à 44 Covid par jour. Alors le temps manque. Vendredi, avec ma collègue, on est arrivé chez un patient qui avait fait appel 3 heures avant. Donc on est arrivé 3 heures plus tard forcément à son domicile. Déjà un premier appel radio, direction Ever. Il faut transférer un patient positif. Est-ce que vous auriez le slogan, monsieur? Non. Malheureusement, non, pas du tout. Ça, c'est la date de naissance. Bonjour, monsieur, vous allez nous suivre? Est-ce que vous voulez que je vous aide? Je vais vous prendre la valise. Après le transfert du patient, retour à la base pour une désinfection totale du véhicule, durée entre 40 minutes et 1 heure. Maintenant, on va tout désinfecter l'ambulance entièrement, brancard, refaire les nouveaux draps. Ensuite, on attend la prochaine course. Leurs collègues viennent de finir le même travail.
La fatigue commence à peser. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Quand on est sur les routes, on voit bien qu'il n'y a pas de confinement, on voit bien que les gens sont constamment à l'extérieur, sont sur les routes. Ce que je veux faire comprendre à la population, c'est que s'il y a des patients positifs qui restent bien chez eux et qui ne contaminent pas et qui ne continuent pas à faire leur vie normalement, parce que c'est ce qui se passe. Au dispatching 112 à Bruxelles, on vient de connaître des pics de demande. Sans compter les ambulances privées, il y a une trentaine de véhicules, presque insuffisants par moment. À certains moments de la journée, pendant 1 heure, on n'avait plus d'ambulances de libre dans la région bruxelloise. C'est pour ça qu'on a prévu 3 ambulances supplémentaires stationnées dans la cour de la caserne principale pour équiper au cas où il y avait un incident où il fallait intervenir rapidement. Des précautions sont prises, mais à Bruxelles comme ailleurs, on craint désormais des pics, des retards ou des choix compliqués. Les agences de voyage sont bien sûr frappées par la crise du Covid pour une raison bien simple. Beaucoup de Belges n'ont pas toujours envie de se rendre dans des zones critiques. Et le réseau belge d'agences de voyage Neckermann a demandé aujourd'hui une réorganisation juridique pour se protéger de ses créanciers. Les 180 travailleurs sont pour l'instant mis en chômage temporaire. Benjamin Carly. Une agence vide ou presque. Dans les bureaux Neckermann implantés dans le centre de Liège, les clients se font très rares, surtout depuis l'apparition des codes couleurs pour les voyages au milieu de cet été. Sur une journée type, on a peut-être un client ou 2 qui vont rentrer en agence seulement, contrairement à une vingtaine en haute saison. La plupart des demandes concernent des modifications ou des annulations de réservations. Les nouveaux dossiers sont très rares, du coup l'équipe est déjà réduite au strict minimum. Pour le moment, on est en chômage économique partiellement. Donc le temps plein, on n'y est plus depuis le mois de mars, je vais dire depuis ce début de crise. Donc pour l'instant, c'est 1 jour ou 2 par semaine pour chaque collègue. Et lundi prochain, Stéphanie Wasbinder, comme ses 179 autres collègues, passe au chômage économique complet. L'entreprise a demandé une réorganisation juridique pour trouver de l'argent frais. Elle nous laisse le temps pendant 3 mois de trouver un plan et un compromis en fait avec l'ensemble des bailleurs et l'ensemble des personnes chez qui on a des dettes. Mais pour l'ensemble des clients, il n'y a rien qui change. Ça veut dire que nous ne sommes pas en faillite du tout. Aucun voyage n'est donc pour l'instant annulé et les réservations sont encore possibles par téléphone ou via le site internet. Et le voyagiste espère retrouver son rythme de croisière dès qu'un vaccin aura été trouvé. On est persuadé que le Belge repartira en vacances par la suite et que c'est en fait une période, la période Corona, qu'on doit vraiment essayer de passer le mieux possible pour pouvoir continuer par la suite. Neckermann et ses 59 agences abaissent donc le rideau pour 3 mois, mais c'est loin d'être le seul acteur du secteur fragilisé par cette crise. Au moment du premier confinement, on peut dire qu'il y a eu comme un mouvement de solidarité à l'égard des restaurateurs. Beaucoup d'entre vous n'ont pas renoncé à ce moment-là à leur resto favori. Vous êtes même parfois précipités sur le take-away, les plats à emporter. Aujourd'hui, cette formule semble avoir un peu moins de succès. Reportage à Charleroi, Sofia Koutsouglou. Ce couscous est une institution à Charleroi. Ouvert depuis près de 50 ans, le restaurant d'Abdella peut compter sur des clients fidèles. Mais s'il a plutôt bien survécu au premier confinement, depuis l'annonce des nouvelles mesures, ses livraisons n'ont plus autant de succès. C'est plus compliqué dans le sens qu'il y a de plus en plus de restaurants qui ont resté ouverts pour faire des emportés et des livraisons. Et que automatiquement, ça se partage. On ne sait pas avoir tout... automatiquement, les gens commandent une fois chez un, une commande chez l'autre, et voilà. Cette sandwicherie de Châtelet est restée fermée 8 longues semaines au printemps, mais cette fois, pas le choix. Renata a décidé de rester ouverte. Elle s'est réinventée en proposant, en plus de ses sandwichs, des livraisons de plats, mais la formule n'a pas séduit. On a voulu essayer, mais je pense que les gens n'adhèrent pas parce qu'on est tous, je pense, à vouloir essayer quelque chose de différent pour essayer de tenir son commerce à flot. Tout faire pour éviter de couler, une obsession aussi dans ce restaurant grec de Mont-sur-Marchienne. En cuisine, la famille s'affaire, mais les clients ne sont pas au rendez-vous. Vous avez combien de commandes là pour l'instant? Rien. Rien du tout. Zéro, rien. Zéro commande pour aujourd'hui. Une brochette d'agneau pour ce soir, 18h. C'est tout. Au mois de mars, avril, mai, juin, nous avons très bien travaillé. Les gens étaient présents, ils nous ont bien aidés. Mais maintenant, pour le deuxième confinement, je crois que ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. Tout le monde perd son travail, donc c'est normal que les gens regardent un peu à leurs sous aussi.
L'Horeca se bat pour sa survie, mais l'inquiétude grandit de semaine en semaine, d'autant que certains ont consenti d'importants investissements pour faire face à la crise sanitaire. Abdellah a dépensé pas moins de 5 000 € pour ses panneaux en plexi. L'invité de demain matin sera Julien Niquès, administrateur général de Wallonie-Bruxelles. Enseignement est interviewé par Marc Sirleros. C'est à 7h45 sur La Première. Bonjour à tous. La Flandre va-t-elle oui ou non durcir les mesures sanitaires comme la Wallonie et Bruxelles avec par exemple un couvre-feu élargi? Eh bien, le gouvernement flamand se réunit ce soir à 18h. Sur la table, il y aura aussi le sport en salle ou encore la culture. Jusqu'à présent, le ministre-président flamand Jan Jambon estimait qu'il fallait attendre de voir les résultats des mesures déjà prises. Mais voilà, il est mis sous pression par les virologues et par les gouverneurs de province qui appellent à prendre sans tarder des mesures plus strictes vu la situation sanitaire en Flandre. Et ce matin, en Belgique, on a dépassé les 5000 hospitalisations, dont plus de 800 lits en soins intensifs. À ce rythme, dit le porte-parole du centre de crise, eh bien, nous serons à 1000 lits en soins intensifs occupés à la fin de la semaine. 2000, soit la capacité maximale des hôpitaux belges vers le 10 novembre. Pour Yves Van Latem, il faut préparer le reconfinement et décider ce week-end au plus tard si rien ne bouge dans les chiffres. Un second confinement, la Fédération des entreprises de Belgique n'en veut pas. Il serait fatal aux entreprises qui sont au bord de la faillite, estime la FEB, et de nombreux travailleurs perdraient évidemment leur emploi. La Fédération des entreprises de Belgique qui appelle à tout mettre en œuvre pour maîtriser la pandémie. Aux États-Unis, la magistrate conservatrice Amy Coney Barrett a été confirmée par le Sénat américain en tant que nouvelle juge à la Cour suprême. Une cour désormais ancrée solidement à droite avec l'arrivée de cette fervente catholique de 48 ans, mère de 7 enfants et opposée à l'avortement. Donald Trump, lui, parle d'un jour historique pour l'Amérique. En football, les Red Flames de l'équipe nationale belge vont jouer ce soir. C'est un match éliminatoire pour l'Euro 2022 en Lituanie. Si elles gagnent, elles restent dans la course pour la première place de leur groupe et donc pour une qualification directe. Et puis le chocolatier belge Pierre Marcolini est le meilleur pâtissier du monde. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a reçu en fait ce prix hier lors d'un événement virtuel, le World Pastry Stars 2020. Le jury, composé de journalistes indépendants, l'a élu à l'unanimité. Ce titre honore en fait l'ensemble de sa carrière. Voilà qui marque la fin de ces infos. Merci d'être à notre écoute.